Yo, j'espère que vous allez bien, c'est McDave. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera sur les animaux insolites partie 2. Parce que je sais que la partie 1 vous avez beaucoup aimé. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Elle est vraiment sympa. On va découvrir dans cette vidéo beaucoup d'espèces. Mais avant tout, pour tous les confinés, courage. Bientôt le déconfinement. Normalement, si tout se passe bien, d'ici une dizaine de jours, on pourra sortir de chez nous. On sera peut-être sûrement masqué. Et on pourra pas se faire la bise comme avant non plus, hein. Faudra éviter de faire ça. I like you. Sinon, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est important. Surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines publications. Sur ce, on va passer tout de suite à la nouvelle vidéo. Les animaux insolites partie 2. C'est parti! On va commencer cette vidéo par la Stomatopoda, la crevette menthe. Les skis ou crevettes menthes sont des crustacés membres de l'ordre des Stomatopoda. Le seul actuellement représenté parmi les hoplocarides, les stomatopodes se distinguent des autres hoplocarides aujourd'hui disparus par le fait que leur carapace ne couvre pas entièrement leur thorax. Ce sont des prédateurs caractérisés par leurs pattes ravisseuses très perfectionnées et leur vision exceptionnellement élaborée. Les skis, à ne pas confondre avec les skis, ont un corps allongé qui rappelle celui des langoustes, avec une épaisse carapace dorsale composée de plaques métamérisées. La queue, telson ou telson, je sais pas vraiment comment on dit, est composée de plusieurs articles pouvant s'ouvrir en éventail. Les yeux à facettes, relativement gros, sont situés au bout de longs pédoncules pour permettre une vision à 360 degrés. Ils sont très visibles et de près, ils montrent une structure complexe en 3 parties pourvues chacune d'une pupille indépendante. Les crevettes menthes sont surtout reconnaissables à leurs pattes ravisseuses typiques comparables à celles de la menthe religieuse, d'où leur nom de crevette menthe, bien qu'elles soient ni crevettes ni des menthes. Celles-ci, d'une très grande force et rapidité, peuvent être de 2 types, massives, lestées de massues calcaires pour briser coquilles et carapaces, ou des pattes ravisseuses plus minces et garnies, d'éperons effilés pour empaler des proies au corps mou, semblables à celles des menthes religieuses. Alors je sais pas, mais il me semble que je l'ai vu déjà dans un dessin animé, mais j'en suis plus sûr. Si vous le savez, et que vous vous rappelez de ce dessin animé, mettez-le dans la description. Passons à l'animal suivant, le Kiwa hirsuta. Le Kiwa hirsuta, appelé plus communément le crabe yeti, est un crustacé décapode habitant les profondeurs abyssales de l'océan Pacifique Sud. Elle mesure 15 cm de long. Ses yeux très atrophiés et sans pigmentation laissent supposer qu'elle est aveugle. Elle est reconnaissable aux soies abondantes qui couvrent ses pattes, à l'origine de la deuxième partie de son nom, soit le yeti. Ces soies semblent abriter des bactéries. Vivant auprès des sources hydrothermales, à 2500 mètres de profondeur, ce crustacé des grandes profondeurs est probablement carnivore et nécrophage. Nécrophage, hein, nécro, mort, phage, manger, donc je vous laisse faire le rapprochement. C'est dégueulasse. Le premier spécimen a été découvert en avril 2005 à 1500 km au sud de l'île de Pâques, à l'occasion d'une mission organisée par Robert Vrijgenhoek du centre de recherche de l'aquarium de Monterey Bay, en Californie, et par Michel Segonzac, biologiste de l'Ifremer. Il est le premier représentant d'une nouvelle famille, les Kiwadae, de Kiwa, divinité des nacres et crustacés dans la mythologie polynésienne. Excellent ce petit crabe. On va rester un peu dans le sujet de la mer et je vais vous parler du Glaucus atlanticus, appelé aussi dragon des mers ou hirondelle des mers. Le Glaucus atlanticus est une espèce de nudibranche de la famille des Glaucidae. C'est un mollusque gastéropode décrit comme élégant par ses formes et ses couleurs, mêlant le blanc et le gris perle à différents tons de bleu. Il vit dans toutes les eaux tempérées ou tropicales, où il flotte à la surface des eaux parmi les pleustrons, la face ventrale tournée vers la surface. Il se nourrit principalement d'hydrozoaires dont il tire son pouvoir urticant, y compris pour l'homme, en conservant certains de leurs nématocystes. Le dragon des mers est hermaphrodite et pond des chapelets d'œufs laissés à la dérive ou fixés sur les cadavres des proies des adultes. Ah ouais, c'est un peu glauque quand même, je vous avoue. Au cours du 19e siècle, plusieurs grands naturalistes l'ont décrit en désignant par de nombreux noms scientifiques différenciant chacune des formes. Mais des études plus récentes ont conclu à la synonymie de l'ensemble de ces noms. Il peut occasionnellement s'échouer sur les plages parmi le reste des pleustons et peut causer des irritations à l'humain en cas de contact. Donc faites attention, si vous en voyez sur la plage, ne les prenez pas avec les mains. Non. L'espèce ne semble pas menacée et ne bénéficie d'aucune protection particulière.
Cela dit, moi je le trouve vraiment très beau, on dirait vraiment un Pokémon. Mais oui, c'est clair. Non. Maintenant, passons à un animal qui pourrait être dans un film d'horreur, le crabe araignée géant du Japon. Le Macrokéra caemferi, soit le crabe araignée géant du Japon, est une espèce d'araignée de mer vivant au large du Japon. C'est la seule espèce encore vivante du genre Macrokéra. C'est le plus grand arthropode vivant. Cette espèce comestible est pêchée par des populations japonaises à l'échelle artisanale. Malgré sa taille imposante, il s'adapte bien à la vie en captivité, notamment dans les aquariums publics. Comme vous pouvez le voir ici, le crabe araignée géant du Japon peut atteindre jusqu'à 3,5 mètres d'envergure, pattes étendues, dont 37 cm pour le corps et un poids d'environ 20 kg. Il est orange avec des taches blanches le long des pattes. C'est le mâle qui a les plus longues chélipèdes, tandis que la femelle les a beaucoup plus courtes, comparées à ses pattes. Outre sa taille exceptionnelle, il diffère des autres crabes car les premiers pléopodes des mâles sont inhabituellement tordus et ses larves ont des caractères primitifs. Dans son milieu naturel, il se nourrit de carcasses d'animaux et de fruits de mer, crustacés, mollusques, etc. Il peut vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Le développement des larves planctoniques dépend de la température et prend entre 54 et 72 jours à 12-15 degrés. Alors, qui c'est qui a envie de manger du crabe araignée géant du Japon? Crabe araignée géant du Japon. Moi, j'y goûterais bien en tout cas. Alors maintenant, passons encore à un animal de la mer. Vous le connaissez déjà parce qu'il a tourné sur les réseaux sociaux. C'est le blobfish. Le blobfish est un poisson des grandes profondeurs pour le moins étonnant. Il est peu connu du grand public si ce n'est par son apparence peu appétissante. Le blobfish, Psychrolute marcidus, appartient à la famille des Psycholuthidae. Il vit essentiellement au large de la Tasmanie et de l'Australie, dans les fonds marins au-delà de 600 mètres de profondeur et jusqu'à 1200 mètres environ. Il est non comestible pour le genre humain. Il y a donc peu de chances de pouvoir apercevoir ce poisson abyssal. C'est un animal assez solitaire, les rapprochements entre mâles et femelles n'ont surtout lieu qu'au moment de la reproduction, mais le blobfish garde encore pas mal de mystères à ce propos, puisque les spécialistes l'ayant observé à différentes reprises n'en savent pas beaucoup plus aujourd'hui. La femelle blobfish pond au minimum 1000 œufs, mais les spécialistes qui ont étudié la reproduction des blobfish en 2000 pour la toute première fois précisent que la ponte peut compter jusqu'à 100 000 œufs. Les œufs sont extrêmement légers. Pendant toute la durée de l'incubation, ils sont agglutinés en une sorte d'amas rose flottant juste au-dessus du fond et sont sans cesse nettoyés par la femelle. Le blobfish est un poisson captivant, en effet, à de telles profondeurs, l'eau exerce une pression de 60 à plus de 150 fois plus forte qu'à la ligne de surface. La constitution de ce poisson abyssal a dû donc s'adapter pour qu'il puisse résister à cette incroyable pression. Il possède de légers cartilages et il est principalement constitué de chair gélatineuse à faible densité, lui permettant de subsister dans son milieu si particulier. Il ne pâtit pas de la pauvreté de ses muscles puisqu'il utilise peu d'énergie pour se déplacer. En effet, il se laisse flotter la plupart du temps à quelques centimètres du fond. En tout cas, il est vraiment laid, hein. Je vais vous parler maintenant de l'Indian Bullfrog. L'Indian Bullfrog, appelé aussi Hoplobatrachus tigerinus, peut ne pas ressembler à beaucoup, mais son apparence peut changer radicalement. Pendant la majeure partie de la saison, les deux sexes sont un kaki vert olive plutôt terne. Mais une fois la saison des amours terminée, les choses changent radicalement. Les hommes mettent leur bon costume pour impressionner toutes les dames. En effet, il devient jaune, à l'exception des sacs vocaux qui deviennent bleus. On ne sait pas exactement comment cela fonctionne, mais on pense que plus la couleur est brillante, plus le mâle est attrayant. Un autre fait intéressant à propos de cette grenouille est que lorsqu'il est menacé, ou quand il le veut vraiment, il peut sauter à la surface comme il sauterait sur terre, bien qu'il soit une grenouille relativement grande. L'espèce habite les zones humides d'Asie du Sud et du Sud-Est, habitant des trous et des buissons près des eaux permanentes. C'est surtout un animal nocturne, et son régime alimentaire est composé d'insectes et parfois de petits mammifères et d'oiseaux. La reproduction a lieu pendant la saison de la mousson, c'est pourquoi elle n'a vraiment été étudiée que ces dernières années. Cette grenouille est cultivée en Thaïlande depuis les années 90 pour se nourrir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super jolie avec ces deux gros trucs bleus comme ça là. Mais dites-le moi dans le commentaire ce que vous en pensez. On va sortir un peu des mers et de l'eau et on va revenir un peu sur terre. Je vais vous parler du tenrec zébré. Le Hémiscenthète semispinosus est une espèce de mammifère insectivore de la famille des Tenrexidae. C'est un tenrec zébré qui vit sur la côte est, dans les plaines malgaches, du niveau de la mer jusqu'à 1550 mètres d'altitude.
Appelé tenrec zébré des terres basses ou petit porc-épic en français, les Malgaches nomment cette espèce Sora. Cet animal au corps massif qui mesure de 16 à 19 cm de long, il est sensiblement plus gros que l'autre espèce du genre avec une masse comprise entre 125 et 280 grammes. La queue est presque inexistante et les pattes sont courtes. Le pelage noir, rayé longitudinalement de bandes jaunes, est constitué d'un mélange de poils durs et de piquants. La tête est conique, terminée par un museau long et pointu, avec des petits yeux et des petites oreilles. Elle a la particularité de se terminer par une crête de piquant érectile jaune autour du cou. L'espèce se distingue de l'autre espèce du genre par une ligne jaune qui se prolonge sur la tête et jusqu'au bout du nez, un poil plus élevé et des piquants plus jaunes. Comme l'autre espèce du genre, la robe rayée de ce tenrec zébré a une fonction de mimétisme, soit pour ressembler au petit de l'espèce tenrec echodatus, que l'instinct protecteur rend agressif vis-à-vis des intrus, soit de camouflage pendant qu'ils fouillent le sol à la recherche de nourriture. Ils sont dotés de piquants détachables qui leur servent de moyen de défense. De 7 à 16 piquants spécialisés forment un organe de communication. Quand ces piquants sont frottés les uns contre les autres, ils permettent à haute fréquence des stridulations aiguës à l'intention des autres individus du groupe et sans doute comme avertissement vis-à-vis des prédateurs. En tout cas, il est vraiment trop mignon ce petit hérisson. Maintenant, je vais vous parler d'un animal original. Si je vous dis Batman, chauve-souris, tu es... Bien sûr, vous avez tous reconnu un peu la formulation de Maître Yoda. Et je vais vous parler donc de la chauve-souris Yoda. Une race inhabituelle de chauve-souris mangeuse de fruits surnommée Yoda en raison de sa ressemblance avec le Maître Jedi dans Star Wars a été officiellement enregistrée comme nouvelle espèce et rebaptisée Heureuse Amamas dans la langue locale. Cet animal qui pour ses caractéristiques physiques inhabituelles avait été surnommé la chauve-souris Yoda a été découverte dans une forêt tropicale isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme les autres membres de la famille Nyctimène, et attention à pas confondre avec Nick ta mère, je t'explique ce que je kiffe, cette fumée des spliffs. La chauve-souris est caractérisée par ses étranges narines tibulaires saillantes. Le nez tibulaire des chauves-souris, leur couleur vive, les rayures épaisses sur leur dos et leurs taches qui décrivent les scientifiques ont attiré leur attention pendant 250 ans. Mais les chercheurs trouvent encore de nouvelles espèces. Les Nyctimeninae ont été l'une des premières espèces de chauves-souris décrites datant de 1769 et plus tard en 1860. Alfred Russel Wallace, un naturaliste britannique, avait recueilli 2 autres espèces. Cette chauve-souris mange essentiellement des fruits. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la force est avec elle? Que la force soit avec toi. Maintenant, je vais vous parler du Galeopithèque de Temminck. Le Galeopithèque de Temminck, Galeopterus variegatus, est un mammifère asiatique qui évolue en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour. Avec le Galeopithèque volant des Philippines, il représente les 2 seules espèces de dermoptères, couramment appelés lémurs volants. Ces animaux possèdent en effet une excroissance de peau reliant les pattes antérieures et les postérieures qui leur permettent de planer d'arbre en arbre dans les cimes des forêts tropicale. Ce dermoptère est nocturne. Durant la journée, il dort dans un trou ou dans le feuillage d'un arbre. Il est solitaire ou vit en petits groupes. Il peut être territorial quant à sa zone de prospection alimentaire. Il est strictement herbivore. Il se nourrit de fruits, de fleurs, de jeunes feuilles, de nectar et de sève. Il n'y a pas de saison de reproduction. La femelle donne naissance à un seul petit, après 60 jours de gestation. Elle peut plier son patagium en une poche qui protège son petit et le tient au chaud. Le petit est sevré au bout de 30 jours et atteindra l'âge adulte à 3 ans. Alors je sais pas vous, mais moi, cet animal me fait penser un peu à l'écureuil volant. On va continuer toujours dans un animal qui vit dans les arbres. Et c'est le Rhinopithèque. Le Rhinopithèque est un genre de singe appartenant à la famille des Cercopithecidae. Il comprend toutes les espèces nommées Rhinopithèque en français, sauf le Rhinopithèque à pieds noirs, qui est classé dans le genre Pygatrix. Ces singes, dont le nez semble avoir été amputé, vivent tous en Asie du Sud-Est. Grâce à sa fourrure, le Rhinopithèque de Chine supporte des températures extrêmes. Dans les sociétés de Rhinopithèques, les mères occupent un rang plus élevé que les femelles sans petits.
et les mâles ayant plusieurs partenaires acquièrent un statut supérieur. Ces espèces sont souvent montagnardes, ce qui explique tant leur imposant pelage que leur surprenant régime alimentaire reposant à un fort pourcentage de lichens, de feuilles et d'herbes. Toutes ces espèces sont menacées, sauf le rhinopithèque de Roxelane, qui, un temps proche de l'extinction, a bénéficié indirectement des campagnes de protection du panda géant, qui vit sur les mêmes terres que lui et dont l'habitat a été partiellement restauré ou préservé. Leur longue queue leur sert à se stabiliser lors de leur périlleuse acrobatie entre les arbres. Pour la reproduction, c'est la femelle qui prend l'initiative de l'accouplement. Par des regards, elle prend contact avec le mâle puis s'enfuit sur une courte distance. Parfois, aussi, elle lui présente ses parties génitales. Si le mâle montre de l'intérêt, ce qui n'arrive pas toujours, l'accouplement s'ensuit. Après une gestation d'environ 200 jours, un petit vient au monde au printemps ou au début de l'été. Les jeunes atteignent leur maturité sexuelle entre 5 et 7 ans. Pour le dernier animal de cette vidéo, je vais vous parler d'un animal que je vous avais présenté dans l'ancienne vidéo Les animaux insolites que vous pouvez toujours regarder si vous le voulez. C'est le pacou. Le pacou qui a des dents qui ressemblent aux dents humaines. Le pacou, nom provenant des Amérindiens du Brésil, est un terme commun utilisé pour désigner différentes espèces de poissons dulsacicoles. Le pacou est un poisson d'eau douce d'Amérique du Sud que l'on trouve dans la plupart des rivières et des ruisseaux dans les bassins fluviaux de l'Amazone et de l'Orénoque. Mais ils ont également été signalés aussi loin que la Papouasie-Nouvelle-Guinée où il a été introduit artificiellement à l'aide de l'industrie de la pêche locale et même dans l'Øresund entre le Danemark et la Suède. Donc c'est assez loin quand même. Le pacou est affilié aux piranhas carnivores, les deux partageant la même sous-famille Serrasalminae. Même s'ils ont des habitudes alimentaires différentes, le piranha est une espèce carnivore tandis que le pacou est omnivore à tendance végétarienne. La différence se manifeste au niveau de leurs dents. Le piranha a des dents pointues acérées tandis que le pacou les a plus carrées, plus droites et ressemblant étrangement à celles de l'homme. Les pacous utilisent leurs dents essentiellement pour broyer les noix et les fruits, mais ils mangent parfois d'autres poissons et invertébrés. Ils mangent habituellement des noix et des fruits flottants qui tombent des arbres dans l'Amazone. Et à plusieurs reprises, on a pu lire qu'ils avaient attaqué les testicules de nageurs en les prenant pour des noix. Cela leur a valu leur surnom de mangeurs de testicules, après avoir castré quelques pêcheurs locaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, quand le poisson a été repéré dans des eaux canadiennes et plus tard dans les eaux de Washington, du New Jersey et de l'Illinois l'an dernier, une légère panique s'ensuivit. Il est légal de posséder un pacou dans un aquarium aux États-Unis. Il est d'ailleurs facile de les élever. Le problème est que les gens n'ont pas conscience que le pacou puisse atteindre 1,20 m, beaucoup trop gros pour leur aquarium. Les gens les relâchent dans les lacs, les rivières, près de chez eux, d'où leur présence à des endroits étranges comme au Danemark. Et voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo par le pacou. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était les animaux insolites numéro 2 parce que je sais que vous aimez les animaux. Il y aura sûrement un numéro 3 parce que des animaux insolites, il y en a énormément et on en découvre de nouvelles espèces chaque jour. Et j'essaye de vous trouver des animaux assez insolites pour pouvoir vous les faire découvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de partager et surtout, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Je les lis et ça me fait plaisir de recevoir des commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, protégez-vous du coronavirus. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était MacDav. Yes, I!